Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je suis accompagné de Charlotte aujourd'hui. Salut Charlotte. Bonjour, bonjour à tous. On va laisser 2 minutes aux gens le temps d'arriver. Faites-nous signe dans les commentaires, savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien aussi, vous voyez bien la presse. Tout va bien, on va démarrer. On va parler de colocation aujourd'hui, évidemment, c'est le sujet du webinaire. Est-ce que c'est un bon choix pour investir ou non? Vous tirerez vos propres conclusions à la fin, en fonction de ce qu'on va vous raconter avec Charlotte. Je vais laisser Charlotte se présenter, je me présenterai à mon tour. Ensuite, on présentera rapidement Artae pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Et puis, on va enchaîner sur du concret, évidemment, et on se passera la main comme ça, à l'improviste avec Charlotte. Voilà, et salut Ambre. Bonjour à tous. Alors du coup, je suis Charlotte. J'ai investi depuis 2019 en immobilier. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un immeuble de rapport et d'une colocation dans la périphérie toulousaine, également de biens à l'étranger. Donc, je suis experte immobilier chez Artae. J'ai rejoint l'équipe pour accompagner justement nos clients sur du clé en main. Julien en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et voilà, et vous expliquera exactement ce que ça veut dire d'accompagner sur du clé en main. Et je suis ravie de discuter de la colocation aujourd'hui avec vous, puisque c'est un sujet que je connais bien. Merci Charlotte. De mon côté, je suis le fondateur d'Artae Immobilier, donc une entreprise d'investissement clé en main. On accompagne les investisseurs de A à Z pour investir dans l'immobilier. À titre personnel aussi, ça fait une quinzaine d'années, un petit peu plus maintenant, que j'investis dans l'immobilier sur à peu près tous les types d'exploitation et tous les types de biens, puisque avec le temps, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses. Artae, c'est une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui, beaucoup d'expérience évidemment dans le temps, mais aussi cumulée grâce aux équipes qui sont assez compétentes sur des sujets très spécifiques. Ça peut être la colocation, ça peut être la location courte durée, les immeubles, etc. Nos clients ont investi 25 millions d'euros grâce à nos services d'accompagnement. Et le budget moyen chez nous d'un projet total projet, donc c'est-à-dire incluant tous les frais, notaires, etc., c'est 168 000 euros. Donc finalement, c'est un budget assez abordable quand on parle d'investissement immobilier au sens large. Et ce qui compte aussi en premier lieu pour nous, c'est la satisfaction de nos clients, et donc ils nous le rendent bien jusqu'à présent. Notre expertise, c'est quoi? Acquérir, faire les travaux, vous accompagner sur l'agencement, la décoration et la gestion locative. Donc, c'est vraiment une offre clé en main de A à Z. Chaque phase est totalement autonome et indépendante. Donc, vous pouvez nous activer juste sur la recherche d'un bien, juste sur les travaux ou sur tout partie, en tout cas, de nos services à destination des investisseurs quasi exclusivement. Ça nous arrive de faire un peu de résidence principale, mais c'est pas notre métier premier. On est présent où? En Occitanie, c'est notre fief, avec Toulouse en premier lieu et la région toulousaine. C'est là qu'on fait à peu près 2 tiers à 3 quarts de nos projets. Nouvelle-Aquitaine, notamment avec la région paloise jusqu'à présent et la région bordelaise. Et puis Auvergne-Rhône-Alpes également, avec tout le pourtour, on va dire, de la ville de Lyon. La région de Troyes également, la Seine-et-Marne, ça c'est pour tous ceux qui habitent à Paris ou en région parisienne. On a aussi une offre aujourd'hui qui permet de répondre à des gens qui veulent investir pas loin de chez eux et qui habiteraient en région parisienne. On est aussi présent au Portugal, en l'occurrence dans le sud, en Algarve, là où il fait toujours soleil, et puis à Porto, ville très dynamique du Portugal qui se développe beaucoup. De quoi on va parler aujourd'hui, et je laisserai la main à Charlotte après sur le premier point, des avantages et des inconvénients de la colocation, de la gestion locative d'une colocation, parce que c'est aussi particulier en matière de gestion, de comment optimiser la rentabilité et le rendement on va le voir, et on vous fera la différence entre les deux pour ceux qui ne connaissent pas, d'une colocation. Et puis on vous donnera des exemples concrets aussi de colocation qu'on a pu réaliser pour le compte de clients chez Artae. Et je te passe la main, Charlotte. Merci Julien. Donc, je reprends la main pour parler des avantages et des inconvénients de la colocation, parce que oui, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. On va commencer par les risques d'une colocation. Qu'est-ce que ça implique et du coup les sujets sur lesquels vous devez être impérativement vigilant. Donc une colocation, c'est un bien qui est partagé par plusieurs personnes. Donc ça peut être 3 chambres, 4 chambres. On peut même faire de la colocation avec 2 chambres, parfois beaucoup plus. Ça va vraiment dépendre du type de bien que vous allez acheter. Donc forcément, qui dit plus de personnes dit plus de dégradation. Bien évidemment, on loue à 3-4 personnes qui vont peut-être pas forcément prendre soin du bien
comme ça devrait être le cas. Donc du coup, une solution qui pourrait pallier à ces dégradations un peu plus grande, c'est de prendre un prestataire de ménage qui va intervenir de façon régulière dans votre colocation. Ça, c'est vraiment un risque à prendre puisque c'est une des sources principales finalement d'inquiétude qu'il peut y avoir dans la colocation, ces dégradations et le ménage notamment. À la revente, c'est aussi plus compliqué lorsqu'on a une colocation. La plupart du temps, on fait des travaux pour pouvoir optimiser aussi le bien. Donc, on rajoute par exemple une chambre et on va transformer du coup ce bien-là, ce qui va le rendre un peu plus compliqué à la revente puisqu'on ne va pas cibler finalement les mêmes personnes. Donc, par exemple, on va être sur de la revente d'une colocation, soit on va revendre à des investisseurs qui vont être intéressés pour faire la colocation, soit on va revendre à une famille pour de la résidence principale. Et à ce moment-là, la transformation du bien qu'on aura effectué ne va pas forcément leur correspondre. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut penser lorsqu'on crée une colocation, lorsqu'on transforme un bien pour ça, et que derrière on a un objectif de revente à plus ou moins long terme. Voilà, et souvent, alors aux alentours de Toulouse notamment, dans la périphérie toulousaine, pour vraiment créer de la colocation qui soit efficace et qui soit optimisée et rentable, si je peux dire ça comme ça, on va plutôt s'éloigner un petit peu de l'hypercentre et on va du coup toucher des immeubles qui sont plutôt des immeubles des années 70-80, donc des plus vieux immeubles finalement, un peu moins esthétiques que ce qu'on peut trouver dans l'hypercentre, avec souvent des charges de copropriété qui sont plus grosses. Donc, ce qui peut impacter finalement la rentabilité à long terme. Voilà, donc ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut être vigilant. Alors, l'avantage qu'il peut y avoir aussi finalement sur ces immeubles des années 70-80, c'est qu'en fonction des régions sur lesquelles vous allez vous situer, il y a souvent des rénovations qui peuvent être effectuées, des ravalements, par exemple, des choses comme ça. Alors, c'est super pour pouvoir optimiser le bien, mais par contre, c'est quand même des frais et des charges à prévoir lorsque vous allez acheter, que ça va augmenter les charges de copropriété, évidemment, puisque ça améliore le bien, tout simplement. Je te coupe, Charlotte, 2 secondes. Sur les risques, je reviendrai sur le premier point, dégradation du bien, car plus de personnes, effectivement. Il y a aussi un risque associé à ça. Et donc, je pose une première question, et puis peut-être ça va en ouvrir d'autres. Et n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. On fonctionne toujours comme ça, on n'attend pas la fin pour poser des questions. Vous avez l'espace commentaire pour ça. Ma première question pour toi, Charlotte, du coup, c'est comment on peut gérer justement les dégradations d'un espace commun, par exemple d'un canapé qui est une partie commune, etc., sachant que c'est difficile d'avoir un ou une responsable, en l'occurrence quand il arrive quelque chose sur les espaces communs. Alors, deux solutions. Soit on se positionne comme propriétaire qui prend tout à sa charge. Donc, ça veut dire que toutes les dégradations qui vont être effectuées dans la partie commune, donc là, en l'occurrence, un canapé, des dégradations au niveau de la cuisine, etc., ça va être pris en charge par les propriétaires. Et à ce moment-là, il faut forcément le budgétiser et le prévoir. Soit, et nous, c'est un fonctionnement qu'on applique dans notre colocation, s'il n'y a pas de personnes qui se dénoncent finalement de cette dégradation-là, eh bien, on divise le prix de la dégradation, le coût de la dégradation, par le nombre de locataires, de colocataires qu'il y a à l'intérieur, et puis on le refacture soit au départ du locataire, soit dans le prochain loyer en tant que charge finalement exceptionnelle. Et finalement, ça marche pas si mal que ça, puisque ça permet aussi de responsabiliser chaque personne sur les dégradations qui peuvent être effectuées dans la partie commune. Et ça, on pourrait imaginer l'intégrer dans un règlement intérieur, par exemple, et le faire contresigner par tous les colocataires. Exactement. Nous, c'est ce qu'on a mis en place et du coup, ça permet vraiment de les responsabiliser au moment de l'entrée et tout au long finalement de la location, puisqu'à chaque fois, on se réfère très souvent à ce règlement intérieur qui définit non seulement les règles sur les dégradations, les espaces communs, mais aussi les règles de vie et souvent le sujet ménage sur lequel on reviendra, puisque c'est vraiment un sujet qui est central finalement dans une colocation. Et donc, ça permet de vraiment que tout le monde se gère et se responsabilise. Ok, très clair. Merci pour l'info. Et on peut passer sur les avantages, parce qu'il y en a aussi, à faire de la colocation, évidemment. Oui, évidemment, il y en a toujours, du coup, puisque c'est toujours quelque chose, un investissement immobilier qui va permettre d'avoir un rendement un peu plus élevé qu'un appartement seul. Évidemment, on achète forcément, alors on achète en périphérie toulousaine, donc on achète un peu moins cher, en périphérie toulousaine ou autre, ou ailleurs d'ailleurs, mais en ce qui me concerne, en tout cas, c'était ça. Donc on arrive à acheter un peu moins cher. Et surtout, forcément, on crée des chambres. Alors soit on ne crée pas de chambres et on garde les chambres
qu'il y a déjà dans le logement, par exemple 3 chambres, soit on en crée une autre. Et là, on va bien évidemment améliorer le rendement et améliorer derrière aussi la rentabilité forcément. Donc ça, c'est un des plus gros avantages à faire de la colocation aujourd'hui, hein. C'est vraiment le point central finalement de pourquoi on décide de faire de la colocation. On a un budget moyen qui va se situer entre 180 et 300 000 euros. Donc forcément, on a une capitalisation qui est beaucoup plus importante comparée à un studio. Et on est en copropriété. Alors certains sont un peu réfractaires à ça, mais finalement la copropriété, ça permet, contrario d'un immeuble de rapport, d'avoir un partage des charges. Donc j'en parlais tout à l'heure, des travaux qui pourraient être effectués sur une façade, sur une toiture, dans les communs, qui sont quand même des travaux assez lourds quand on est en monopropriété. Ben là, ils vont être partagés avec plus ou moins de lots, ça dépend le type de copropriété dans laquelle on est. Donc ça peut être finalement un avantage comme un inconvénient, puisque ça va permettre d'améliorer aussi le bien, notamment si on est sur du ravalement de façade, de l'isolation par l'extérieur. Là, on sait que notre bien va prendre de la valeur et va être optimisé de cette façon-là. Ok, très clair. Merci pour ce comparatif et la mise en avant des risques et des avantages. Si vous avez des questions, encore une fois, posez-les. Il y a un petit décalage. Des fois, on peut revenir un peu en arrière pour répondre à un slide en particulier. Et sinon, on va enchaîner. Alors, la gestion locative, parce que c'est vraiment un sujet pour le coup en colocation. Déjà, c'est un sujet global, la gestion locative. Pour beaucoup d'investisseurs, est-ce qu'on gère seul, pas seul, comment on gère, est-ce qu'il y a une différence aussi entre la location et la gestion locative. La location, c'est gérer l'entrée et les sorties des locataires, le turnover, et la gestion, c'est tout ce qui se passe une fois que les locataires sont à l'intérieur. Donc là, on va tout englober là-dedans et on va vous parler un petit peu de ça. Et on va comparer surtout le fait de faire soi-même ou de déléguer à une agence comme Artae ou autre, peu importe, mais en tout cas des agences qui sont à l'aise avec le sujet de la colocation. Je te laisse y aller. Ok, allez, let's go. Faire tout soi-même, l'avantage c'est quoi? C'est qu'évidemment on n'a pas de frais, donc clairement le rendement est un petit peu plus boosté puisqu'on ne délègue pas, hein, c'est absolument vrai dans tous les domaines de la vie, hein. Si vous payez quelqu'un pour faire quelque chose à votre place, forcément ça a un coût et ça touche votre portefeuille. Si vous le faites vous-même, ça a un coût sur votre temps, ça a un coût sur votre charge mentale et sur plein d'autres sujets, mais qui ne sont pas finalement très, on va dire, relatifs aux finances. Et là, on est dans le cadre d'un investissement. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que forcément, ça vous coûte plus cher si vous faites vous-même, évidemment. Moins cher si vous faites vous-même. Donc, la problématique de ça, c'est quoi? C'est que vous pouvez devenir, comme c'est écrit sur le slide, esclave de cette colocation, parce que si vous avez une colocation, 2 colocations, 3 colocations, ça démultiplie quand même le nombre d'interlocuteurs, hein, ça faut en être conscient. C'est-à-dire que pour un bien donné en colocation, vous allez peut-être avoir 4 interlocuteurs différents versus 1 sur un appartement, ou si c'est une famille, même s'il y a 4 ou 5 personnes, vous allez toujours avoir un seul interlocuteur représentant de la famille. Là, c'est assez rare d'avoir un seul et unique représentant, sauf à ce que ce soit un bail solidaire, c'est-à-dire que tout le monde soit solidaire du même bail, etc. Mais si vous avez un bail par chambre, ce qui se fait quasiment tout le temps sur des colocations aujourd'hui, finalement, chacun va défendre un petit peu ses intérêts relatifs à son bail, donc vous aurez beaucoup d'interlocuteurs. Ça peut générer une charge mentale importante, ça peut générer aussi beaucoup de sollicitations soirée, week-end, parce que quand il arrive quelque chose, c'est toujours quand les colocataires sont chez eux, ou les locataires de manière générale. Et en l'occurrence, pour quelqu'un qui travaille ou qui fait des études, la journée, il est souvent pas là. Et vous, c'est là où peut-être vous seriez disponible, en tout cas si vous faites ça à plein temps ou si vous avez de la dispo pour ces sujets-là. Mais non, c'est le soir et le week-end que les problématiques vont arriver. Et puis, il va falloir aussi vous armer de réseaux sur place pour, non pas des travaux, parce que là, on ne parle pas de rénovation, mais on parle d'entretien courant. Et avoir un réseau pour de l'entretien courant, c'est beaucoup plus complexe qu'avoir un réseau pour des travaux one-shot une fois par an. Donc, en fait, cette problématique aussi, elle est importante, et les gens ne s'en rendent pas compte souvent. Mais fidéliser des artisans qui vont vous facturer des petites interventions, pas très régulièrement parce que finalement vous n'aurez pas un besoin énorme, et puis si vous démultipliez pas le nombre d'investissements, vous n'allez pas non plus être le meilleur client de l'artisan sur l'entretien, c'est assez compliqué. Donc voilà, donc l'autre solution c'est quoi? C'est de déléguer à une agence spécialisée, on va dire idéalement dans la gestion locative de biens à vocation d'investissement locatif, et pas la gestion locative, une agence qui va faire de la maison individuelle va pas être à l'aise avec le fait de gérer une colocation. Clairement, c'est un autre métier, ça se gère totalement différemment. Donc si vous devez faire appel à une agence
pour justement vous décharger de toute cette problématique de rotation des locataires et de gestion des sinistres aussi qui peuvent advenir, ou même de gestion des guéguerres entre colocataires. Tiens, je prends un exemple en date qui traîne depuis des mois chez nous sur une colocation de 2 chambres. Donc, imaginez, c'est pas la gare, hein, c'est 2 chambres, c'est un T3, il n'y a que 2 colocataires. Ben, on reçoit des appels, on reçoit des mails parce qu'elles ne peuvent pas se piffrer les deux entre elles et elles veulent que ce soit nous qui réglions les problèmes. Et les problèmes de l'une, mais aussi les problèmes de l'autre. Sauf que le problème de l'une, c'est l'autre, et le problème de l'autre, c'est l'une. Donc en fait, c'est impossible à régler pour nous. Donc il faut que ça se règle entre elles, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on n'est pas sollicité. Donc voilà, parce qu'il faut y répondre, il faut être là, il faut être disponible, et on ne peut pas envoyer tout valser, surtout quand on est une agence et qu'en plus on a la notation facile, bah, du coup on est obligé d'être au rendez-vous. Donc nous, ça nous fait de la charge, mais si vous le gérez en direct, ça vous fera aussi de la charge pour vous, évidemment. Et puis si vous habitez loin du bien, clairement, hyper difficile d'aller désamorcer un truc très rapidement, parce que souvent, ça peut se désamorcer très vite, soit au téléphone, soit en visio, soit en faisant un aller-retour rapidement sur place, parce qu'on va avoir en colocation beaucoup de jeunes actifs, beaucoup d'étudiants qui sont pas très à l'aise aussi avec la bidouille, la réparation, la menue réparation, l'entretien. Donc il va falloir que quelqu'un de plus mature aille sur place, ou quelqu'un qui a un peu plus aussi de recul. Malgré tout, ça va vous coûter, effectivement, et il faut l'englober et le prévoir d'entrée. Moi, ce que je vous conseille, de manière générale, et c'est ce qu'on fait nous pour nos clients, c'est de prévoir la gestion locative dans votre budget prévisionnel, quoi qu'il en soit, même si vous décidez au départ de faire vous-même. Pourquoi? Parce que quand vous faites un investissement locatif, quel qu'il soit, vous faites une projection sur 10, 15, 20 ans, voire plus. Donc si vous isolez juste les premiers mois en disant bah, je vais le gérer moi-même, peut-être que vous allez faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais 4 ans sur 20 ans de détention, ça ne fait pas beaucoup quand même. Donc finalement, prévoyez-le, parce que dans vos chiffres, ça sera beaucoup plus représentatif de la réalité sur la durée de détention d'un investissement. Les gens ont souvent tendance à se focaliser sur une vision très court-termiste de l'investissement et donc oublient justement de prévoir les aléas qui pourraient arriver tout au cours de l'investissement. Il y a une question de Cédric qu'on peut afficher à l'écran. On entend souvent qu'il faut faire soi-même dans un premier temps pour tester et se rendre compte de ce que ça représente. Faux bon conseil. Vraie bonne question, en tout cas, ça c'est sûr. Oui et non. Oui et non. Tiens, je discutais encore hier avec une personne qui me disait ben, moi, c'est mon premier, je préfère déléguer parce que ça va me permettre d'apprendre en fait, mais sans prendre la charge, sans prendre le risque, et je vais monter en compétence en faisant faire, parce que c'est pas parce que vous déléguez que vous ne montez pas en compétence, clairement. Ça dépend des interlocuteurs évidemment, mais vous pouvez être aussi un petit peu investi dans le sujet à distance et monter en compétence et apprendre en même temps que quelqu'un d'autre exécute pour vous. Donc ça peut se faire dans ce sens-là. Et je dirais le risque de faire dans l'autre sens, c'est de vous épuiser aussi, mais l'avantage, c'est que vous vous rendrez compte aussi de la valeur quand vous déléguez, de ce que vous allez payer quand vous le faites. Parce qu'effectivement, ça peut vite devenir chronophage. Donc si vous ne l'avez pas fait, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas et qui vont se dire ouais, mais du coup, la gestion locative, c'est cher, donc voilà, j'ai pas trop envie de le faire. Mais c'est cher par rapport à quoi? Et tant qu'on l'a pas fait, on ne peut pas s'en rendre compte. Donc en fait, je dirais ça dépend de votre facilité à payer pour du service, en fait, et de votre ouverture de manière générale. Avoir un mindset plus nord-américain, je paye pour du service et mon temps, je l'utilise pour autre chose, ou un mindset très français qui, mais moi, je ne veux pas payer pour du service parce que je sais le faire et donc je vais le faire moi-même. Voilà. Il y a une autre question de Vanzo. Escartae vient aussi en Bretagne, sinon avez-vous des contacts? Donc Vanzo qui s'appelle Vanessa au final, parce qu'elle signe Vanessa. Salut Vanessa. Non, on ne vient pas en Bretagne. C'est une région qui est intéressante, en plus sur laquelle on pourrait très bien aller dans les années à venir. Aujourd'hui, pas d'opportunité particulière au niveau humain, collaborateur pour ouvrir là-bas, mais ça pourrait être le cas dans quelques temps. Pour le moment, on n'a pas vraiment de contact sur la Bretagne, et en tout cas, si c'est en matière de colocation, d'investissement locatif clé en main. Mais on peut aussi apporter notre culture de l'investissement locatif avec Artae sur de la partie coaching si nécessaire. Donc pour que justement l'investisseur qui veuille exécuter lui-même, et nous on vient être l'épaule sur laquelle se reposer, on va dire le partenaire et le meilleur ami de l'immobilier sur toute la durée du coaching, c'est possible aussi sur les régions dans lesquelles on ne peut pas nous-mêmes exécuter. Je te coupe Julien sur tout à l'heure tu as évoqué la partie bail individuel, bail solidaire, et justement je pense que ça serait intéressant d'avoir un avis là-dessus, puisque on dit souvent que le bail solidaire c'est un peu
c'est un peu mort finalement. Ça va être beaucoup plus compliqué à louer en bail solidaire dans une colocation parce que forcément, qui dit bail solidaire dit solidarité entre tous les colocataires. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est vraiment terminé ou ça peut être une bonne solution dans certains cas, dans certains types de colocation? Quand on est par exemple sur l'étudiant, ils sont tous copains entre eux. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une bonne question. Et, moi, je pense que mon avis, c'est que le bail solidaire, c'est le must. Et franchement, si on pouvait faire que ça serait top. Parce que c'est beaucoup moins de charges. Vous avez un interlocuteur, vous avez finalement, une seule personne dans la coloc qui est un peu le patron. Quand il y a un changement de locataire, c'est à eux de le gérer. Parce que s'il n'y a pas de nouveau locataire, du coup, tout le monde va devoir payer à la place de la chambre manquante. Donc en fait, chacun vraiment se responsabilise dans un but collectif et je trouve que c'est vraiment intéressant dans l'esprit colocation. Mais dans les faits, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas envie de se rendre responsable pour autrui. Et c'est ça la problématique, c'est que souvent, ça va marcher avec un premier pool de colocataires qui va arriver, une bande de copains, 3 potes qui veulent vivre ensemble, ok, vas-y, tout est beau, c'est bien, on prend le risque pour les autres et on se porte garant et caution pour le copain. En soi, ça peut vite dégénérer et surtout, au premier départ, c'est où tout le monde part et donc vous vous retrouvez avec une coloc vide où les gens vont avoir du mal peut-être à retrouver quelqu'un qui va être dans le même mindset qu'une bande de potes, quoi. Donc ça risque de faire des éclats et vous risquez vous risquez de vous retrouver à gérer des problématiques, voilà. Et ensuite, je dirais que la première mise en colocation peut être difficile si jamais vous voulez faire un bail solidaire, parce que là, il faut trouver vraiment des gens qui se connaissent et qui sont prêts, encore une fois, à se porter garant les uns avec les autres. Donc, je dirais idéalement oui, mais dans la réalité, ça ne peut pas se faire. Et je préciserai aussi un point. Alors nous, effectivement, en région toulousaine, on a Airbus qui est vraiment très très proche. Et c'est vrai qu'il est possible, parfois avec certaines entreprises, en fonction des besoins qu'ils ont pour des salariés, de faire du bail solidaire avec eux. Donc ça, il faut vraiment prendre contact, etc. Mais c'est tout à fait possible de faire du bail solidaire et finalement, eux, ils vont se charger de toute cette partie relocation quand il y a un salarié, par exemple, qui part, ce genre de choses. Mais ça peut arriver pour des personnes qui sont en mission. Ils vont avoir des vrais besoins sur des périodes. Alors effectivement, est-ce que c'est durable? Je ne pense pas. Mais ça peut être aussi une solution si autour de chez vous, vous avez des grosses entreprises qui souvent font venir des intérimaires pour des missions, par exemple, ce genre de choses. Il peut y avoir des bons partenariats à faire finalement pour pouvoir étendre un petit peu le champ de location à autres que des étudiants ou des jeunes actifs. Il faut aussi l'avoir en tête. Ouais, c'est très juste. C'est très juste et ça peut être un bon plan, effectivement, aussi, ces entreprises et ces professionnels pour faire du bail solidaire, clairement. Il y a une question de Maureen qu'on peut afficher. Elle dit, enfin, c'est pas une question, c'est plutôt un retour d'expérience. Elle a fait appel à des agences immobilières pour ses colocs qui lui ont clairement dit qu'elle n'arrivait pas à gérer le rythme et à suivre le rythme des entrées et des sorties. Et son papa, a priori, a eu pas mal de vacances locatives aussi en passant par agence. Alors, clairement, c'est sûr que il peut y avoir, si vous commencez à avoir des colocs de plusieurs chambres et avoir plusieurs colocs, oui, ça va faire beaucoup plus de volume. Mais de la même manière que si vous avez aussi 4 studios, vous aurez 4 locataires, pareil, donc 4 fois plus de chances que ça fasse du turnover, c'est sûr. Après, là, moi, je dirais, la relocation d'une coloc, c'est pas plus compliqué que la relocation d'un appartement. Ce qui est plus compliqué, c'est vraiment sa gestion dans le quotidien, encore une fois, parce que vous avez plusieurs interlocuteurs pour un même bien, et c'est plutôt ça qui va être compliqué, plus le sens gestion que location et remise en location. Voilà. Après, encore une fois, il faut avoir des agences et je ne juge pas du tout les agences là, avec qui vous avez pu travailler, Maureen et ton papa, mais du coup, il faut trouver des agences qui sont à l'aise avec ce modèle, qui ont eux-mêmes, peut-être à titre personnel aussi, des colocs, qui ont du recul sur le sujet, qui peuvent être assez agiles aussi. Pas, excusez-moi s'il y en a dans l'audience, mais pas Martine de la gestion, qui a fait de la gestion locative comptable bateau toute sa vie, et qui découvre la coloc depuis un an. Voilà, c'est pas ce genre d'agence qui doit vous accompagner sur la coloc. Il y a une autre question de Ambre qui est: peut-on changer les modalités de location facilement de bail solidaire si on commence à louer à un groupe d'amis, puis passer à des baux individuels lors de leur départ? C'est une très bonne question, Ambre. Oui, c'est faisable, tout est faisable, ça se négocie évidemment avec chacun, de gré à gré. Si tout le monde part,
effectivement, le bail solidaire meurt de lui-même. Donc là, on peut remettre des baux par chambre sans aucun problème. Mais c'est vrai que il faut le discuter, je dirais, voilà, avec chaque interlocuteur pour savoir si justement... En fait, il n'y a aucun intérêt de toute façon pour quelqu'un de garder un bail solidaire si jamais il y a des départs, parce que ça va lui coûter trop cher. Donc de toute façon, ils seront toujours à l'aise pour couper un bail solidaire. Dans l'autre sens, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que ça demande plus de responsabilité aux gens qui restent. Donc ils préféreront rester à mon avis, avec un bail individuel dans ce sens. Voilà. Ça me fait écho à pas mal de choses. Ça, c'est aussi l'autorisation des copros pour la colocation, parce que un bail par chambre peut être interdit par un règlement de copropriété dans un immeuble, ce qui ne sera pas le cas d'un bail solidaire pour le coup, puisqu'un bail solidaire, c'est comme si vous avez finalement un bail familial classique. Donc attention aussi à bien checker le règlement de copro, on ne l'a pas mis dans la presse, donc je vous le dis à l'oral. Si dans le règlement de copro, il y a une interdiction de location meublée en chambres distinctes, ça veut clairement dire que la colocation est interdite. Donc il faut vraiment regarder un règlement de copro quand vous achetez dans ces immeubles-là, et si le règlement de copro l'interdit, voir s'il n'y a quand même pas eu des avenants derrière dont vous n'auriez pas connaissance, ou des autorisations en AG qui ont été aussi votées pour autoriser ce genre de choses, parce que des fois, avant ça, en fait, c'était fait aussi pour contrer la prostitution et pour éviter qu'il y ait des gens qui achètent grosso modo des biens ou qui louent des biens et qui découpent en chambres et qui fassent finalement un peu type maison close dans un appartement. Voilà, donc c'était aussi pour empêcher ce genre de travers, mais c'est important de le regarder, même si aujourd'hui la jurisprudence peut-être acterait ça différemment. Une question encore de Ambre. Comment se passent les partenariats avec les entreprises? Ce sont directement à elles que sont facturés les loyers. Charlotte, si tu veux répondre. Oui, alors du coup, il y a deux solutions. C'est soit effectivement, on fait un bail solidaire avec les employés, je dirais, de cette société-là, et puis c'est elle en fait qui va être comme un apporteur d'affaires finalement, qui va vraiment y avoir une relation avec la société sur ce bail-là, et c'est elle qui va se charger de renouveler, je dirais, les locataires et de les chercher quand il y a un départ. Donc ça peut fonctionner comme ça. Soit on fait un bail simple avec l'entreprise et eux ont l'autorisation, à condition bien évidemment que ce soit autorisé dans la copro, d'y mettre une ou plusieurs personnes en fonction des besoins. Donc ils vont pouvoir par exemple mettre une famille, ensuite quelques mois après mettre 3 salariés. Voilà, donc il y a vraiment deux fonctionnements et ça il faut le voir en direct avec elle puisque finalement ça dépend vraiment de comment fonctionne l'entreprise derrière. Mais en tout cas, tout dans les deux cas, ça sera en direct avec l'entreprise et non en direct avec les salariés. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai pu expérimenter. Ce qui est beaucoup plus simple et fluide d'ailleurs, clairement. Ouais. Salut Adrien qui nous rejoint en cours de route, qui s'excuse pour le retard. Donc sachez déjà que tout le monde va recevoir le replay à partir du moment où on aura clôturé ce webinaire. Donc vous le recevrez instantanément et vous pourrez le regarder tranquillement, le regarder, mettre pause et vous reposer des bonnes questions aussi derrière dans un second temps. Et Ambre pose une question au sujet de l'autorisation de la copropriété. À savoir que si elle est nécessaire, est-ce qu'on peut mettre ça comme une condition suspensive lorsqu'on fait une offre d'achat? Bien évidemment que oui. La problématique là-dessus, ça va être que, ça va être à ta charge, parce que clairement, les autres copropriétaires ne vont pas payer une mise à jour d'un règlement de copropriété avec aussi un dépôt à la publicité foncière, etc., une inscription à la publicité foncière, juste pour optimiser votre rendement à vous et votre propre projet. Une copropriété, c'est une somme d'individualité. Donc en fait, chacun va finalement voir midi à sa porte et défendre ses propres intérêts. Donc toi, tu vas défendre tes propres intérêts en mettant une condition suspensive, mais les autres n'ont rien à faire de tes intérêts. Et ce qu'ils vont défendre, c'est la quiétude de l'immeuble. Ça, par contre, c'est l'intérêt de tous. Et c'est vrai qu'une colocation, franchement, ça met plus de bazar, puisqu'il y a plus d'allers-retours et de personnes. Peut-être pas qu'une famille avec 2 enfants, hein, mais dans la tête des gens, oui. Voilà, plus d'allers-retours, plus de copains, plus de fêtes potentielles, parce que cible aussi plus jeune qu'une famille avec 2 enfants d'une dizaine d'années, par exemple. Voilà. Il y a aussi un autre travers là-dessus, c'est qu'il est peu probable qu'un vendeur accepte ce genre de conditions, parce que c'est trop aléatoire et ça engage quand même beaucoup de personnes derrière, l'accord de beaucoup de personnes sur une copropriété, et souvent les colocations se font, comme le disait Charlotte, dans des immeubles années 60-70, voire 80, où il y a énormément de copropriétaires. Donc franchement, ça fait beaucoup de mobilisation. Donc moi, je dirais, si ce n'est pas le cas, passez votre chemin, mais en conditions suspensives, c'est un petit peu utopique de penser
de manière générale, encore une fois, ça dépend, de penser que ça peut, ça peut passer, à la fois que l'offre peut être acceptée et à la fois que derrière, la condition pourrait être réalisée. On va passer au slide suivant, qui est optimisation de la rentabilité. Comment on peut arriver à vous donner quelques petits tips pour optimiser la rentabilité sur une colocation. Tout ne sera pas non plus peut-être à l'écran, on pourra vous en donner à l'oral en plus. Et voilà, on commence par les points clés. Déjà, Charlotte, si tu veux démarrer. Oui, alors, c'est vraiment des points qu'on a évoqués en fonction, bien évidemment, du type de bien que vous allez avoir, que vous allez acheter. Donc, c'est des choses qu'il faut essayer de faire et de mettre en place au mieux pour garantir derrière que la location va être simplifiée. Aujourd'hui, dans certaines grandes villes, on est sur une concurrence extrême pour de la colocation. Donc, il faut quand même arriver à se démarquer, à avoir un produit qui est attractif. Et pour ça, on a listé plusieurs choses. Donc, le premier point qui peut sembler important, c'est avoir des chambres avec des salles de bain individuelles. Certains font même des chambres avec des salles de bain, donc douche et toilettes individuelles, pour vraiment garantir cette intimité. Au-delà du fait que ça peut vous permettre de louer un peu plus cher la chambre, ça va surtout apporter une qualité en fait et vous allez réussir à vous démarquer sur le marché. Là où beaucoup de colocations aujourd'hui ont par exemple une salle de bain pour 3 ou 4 personnes ou un toilette pour 3 ou 4 personnes. Ça fonctionne tout autant, mais ça peut parfois être un peu rédhibitoire pour certains étudiants ou certaines jeunes actifs souvent d'ailleurs qui eux pour le coup ont besoin d'un peu plus d'intimité. Donc ça, c'est un point assez important. Alors bien sûr, c'est des coûts supplémentaires, on est bien d'accord, mais si vous l'anticipez bien dans votre budget, dans votre création de colocation, c'est vraiment un point qui est très apprécié par les colocataires. Ensuite, si le bien s'y prête, avoir des extérieurs, donc plutôt vous orienter quand vous souhaitez faire une colocation vers une petite maison, vers un appartement qui va être peut-être en rez-de-chaussée avec une terrasse ou avec un balcon. Les extérieurs, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié aussi par les colocataires et vous allez vraiment apporter déjà une plus-value à votre bien et puis surtout voilà, une qualité de vie finalement. Euh, un autre point qu'on aurait pu mettre en premier, je pense, qui est de toute façon le plus important, mais j'ai envie de dire dans tout type d'investissement, ça reste le plus important, c'est la zone géographique. L'emplacement, c'est vraiment une priorité, surtout dans des villes ultra concurrentielles. Il faut impérativement vous mettre proche des métros, des trams, des bus, peu importe le type de transport pardon, que vous avez, proche des universités, proche des grosses entreprises. Voilà, il faut vraiment que ça soit dans des zones très attractives, encore une fois, là où vous allez avoir beaucoup de concurrence. Mais si vous appliquez les autres points clés, vous pouvez arriver à vous démarquer. Mais surtout, là où ça a un intérêt pour vous d'être dans ces zones géographiques, c'est que si demain vous souhaitez revendre, par exemple, votre bien, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, sera peut-être un peu plus difficile à revendre du fait de sa transformation, si vous êtes dans un bon emplacement, vous allez avoir moins de difficultés à revendre que si vous avez créé une colocation à 30 minutes du métro à pied, par exemple, voilà, où c'est très compliqué de se rendre, en tout cas pour des jeunes étudiants. Ça, c'est vraiment un point primordial. Si vous avez, ça me fait penser à ça, la possibilité d'avoir aussi des places de parking proches, payantes, gratuites, peu importe, ou des box à louer à côté, ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut aussi être apprécié, parce que vous allez toucher une autre cible d'étudiants finalement, qui vont se déplacer en voiture, ou des alternants qui ont besoin de la voiture, pareil, pour aller en entreprise, par exemple. Donc ça, vraiment des points clés à prendre en compte. Autre point important, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la mise en place d'un partenariat ou d'un prestataire de ménage, en tout cas, une personne qui va venir une fois par mois. Alors, une fois par mois, c'est peut-être pas assez finalement pour les parties communes. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'apporter de la tranquillité aux colocataires, de diluer forcément les coûts parce qu'ils seront dilués dans les charges que vous allez refacturer à vos colocataires. Mais surtout, ça va éviter tous ces problèmes liés au ménage, parce que c'est encore une fois le sujet central dans une colocation. Enfin, je sais pas si toi, Julien, c'est ta façon de penser aussi, mais en tout cas, chez nous, c'est vraiment le point le plus problématique. En fait, c'est celui qui fait partir tous les conflits finalement dans la gestion d'une colocation. Donc, une fois par mois, c'est bien si vous avez des personnes qui sont quand même assez soigneuses. La plupart du temps, à partir du moment où on met un prestataire de ménage en place, le problème qu'on peut avoir, c'est que les gens ne font plus le ménage. Donc ça peut nécessiter, et ça encore une fois, c'est à budgétiser bien en amont lorsque vous allez vraiment calculer votre projet,
le mieux, c'est quand même de prévoir une femme de ménage qui va passer une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Il faut quand même qu'il y ait une fréquence un peu plus importante parce que sinon, les gens ne font pas le ménage et donc forcément, à la base, vous êtes censé facturer 1 heure par semaine, par exemple, et bien vous allez facturer peut-être 2 heures. Vous êtes censé facturer 1 heure par mois, vous allez facturer peut-être 3 heures. Parce que quand la femme de ménage va venir, elle va non seulement avoir à faire le sol comme prévu, aspirateur, serpillière, mais il va peut-être falloir qu'elle range la vaisselle, qu'elle trie, qu'elle voilà. Donc ça, c'est vraiment un des points très importants à prendre en compte et à budgétiser en amont. Ensuite, alors, on a vu beaucoup de colocs avec tout compris, les abonnements Netflix et compagnie. Alors aujourd'hui, tout le monde a un compte Netflix. Alors c'est très personnel, mais c'est vrai que je suis pas certaine que le compte Netflix soit vraiment quelque chose d'important pour vous. Ça vous fait un peu d'économie par mois, mais surtout ce qui peut être fait à la place d'un abonnement Netflix, c'est installer des télés et des smart télés notamment. Avec alors abonnement Molotov, on l'a précisé pourquoi? Parce que ça vous évite dans certaines configurations de mettre des antennes télé, etc. Ça vous permet juste d'avoir une smart TV, un abonnement et vos colocataires, ils ont accès vraiment à la télé et à toutes les chaînes possibles et imaginables. Donc ça, c'est peut-être un point aussi positif, avoir une télé dans chaque chambre qui va apporter, qui va vous démarquer. Alors même si aujourd'hui ça se fait beaucoup, mais voilà, le fait d'avoir ça, ça va quand même permettre d'apporter un confort supplémentaire dans la chambre et ensuite les gens gèrent leurs abonnements comme ils veulent. Et peut-être aussi éviter les problématiques de parties communes, bruyantes, etc. Quand il y en a un qui veut bosser dans une chambre et puis il y a quelqu'un qui regarde, je sais pas moi, un match à la télé avec un autre colocataire et ça gueule dans le salon pendant que l'autre veut se concentrer. Bon, ben là, c'est chacun à son espace. Et voilà. En fait, je pense qu'il y a une différence entre la colocation et le co-living. Le co-living, je pense que c'est quand même des espaces où les gens veulent vivre ensemble, partager des moments ensemble, etc. La colocation, c'est quand même autre chose. La colocation, oui, il y a des espaces communs parce qu'il en faut se restaurer, etc. On va pas mettre une cuisine par personne, sinon ça revient à avoir des chambres d'hôtel, d'appart-hôtel. Mais je pense que l'esprit n'est pas le même entre la colocation et le co-living. Voilà, il faut bien faire la différence entre les deux pour que en colocation, chacun ait vraiment tous ses espaces individuels, que chacun puisse être aussi dans sa bulle et finalement diminuer les contraintes et les points de friction qui pourraient advenir à cause de problématiques d'espace commun. Voilà. Effectivement, on a mis salle de bain, mais Charlotte l'a précisé, c'est douche et meubles vasques, par exemple, donc c'est plutôt des salles d'eau. Ne vous arrêtez pas sur, voilà, sur le wording du truc, mais c'est plus effectivement que chacun puisse aussi, encore une fois, être autonome sans avoir besoin de faire la queue et soit dépendant du mec qui met 1 heure sous la douche alors que lui, il en met 10 minutes. Quoi. Voilà, parce que ça aussi, déjà, on le vit de nous tous avec son conjointe, plus les enfants quand on n'a pas cette salle de bain. Donc, vous n'avez pas envie de le vivre avec vos colocataires, même si quand on a 20, 25 ans, on est quand même plus à l'aise avec tout ça. Hier, je suis allé dépanner moi-même une locataire qui, ça faisait 10 jours qu'elle se douchait à l'eau froide. Elle m'a dit, ouais, bah, c'est cool, ça permet de se réveiller mieux le matin et tout. Mais franchement, elle était hyper cool. Mais c'est pas normal que pendant 10 jours, elle ait eu de l'eau froide. Donc voilà, on l'a dépannée. Mais pour elle, bon, c'était pas très grave. Voilà, à 40 balais, c'est un peu plus différent quand même, je pense. Merci en tout cas Charlotte, et on peut effectivement faire un petit arrêt sur le loyer, le montant du loyer. On a mis idéalement sous les 500 euros parce qu'on parle de Toulouse ici, en l'occurrence, qui est quand même une ville dynamique, étudiante, etc. Évidemment, si vous faites une coloc en campagne, ça peut être bien moins que ça, parce que si le prix d'un studio c'est 350, vous ne pouvez pas louer une chambre de coloc 500, même si vous avez plein de services. Donc il faut être cohérent aussi par rapport au studio que vous avez, par rapport aux emplacements. Une colocation en hypercentre d'une grande ville, vous louerez certainement beaucoup plus, par exemple, en hypercentre de Toulouse, que 500 euros une chambre, hein, sans aucun problème, dans les 650 sans problème, mais vous ne ferez pas de coloc en hypercentre parce que le rendement ne sera pas suffisant, et les gens qui veulent faire de la coloc cherchent en général du rendement, donc vont aller sur des zones qui sont moins centrales, bien que très pourvues de métro, tram et divers transports, évidemment. Il y a une question de Cédric qui est, idéalement, c'est un toilette pour combien de personnes? Donc, c'est intéressant cette question sur les WC, parce qu'on a parlé des salles d'eau. Les WC, c'est très difficile d'en mettre un par chambre, parce que bon, déjà, c'est déjà compliqué de l'avoir dans la chambre, le WC, c'est pas très recommandé. Moi, ma réponse, c'est 1 pour 2, c'est l'idéal. Voilà. Après, moi, j'ai une coloc où j'en ai 1 pour 4. C'est pas bien, mais ça se loue, ça marche, voilà, et j'ai pas trop le choix parce que je peux pas trop en faire d'autres. Donc voilà, et je l'ai acheté en connaissance de cause.
et ça continue à se louer sans problème. Et même sur ces périodes-là, il y a du turnover et ça se reloue sans souci aussi. Donc bon, voilà. Mais idéalement, 1 pour 2, c'est bien. Charlotte? Oui, je confirme et je rebondis juste sur un sujet, parce que tu évoquais tout à l'heure le fait d'avoir du bruit parfois dans les parties communes, donc on met les télés dans les chambres et cetera. Il y a un point qui est assez important, c'est de privilégier vraiment la qualité de la rénovation. Si vous êtes amené à faire de la réno dans une colocation, à casser des murs ou enfin que sais-je, privilégiez vraiment l'isolation phonique parce que ça va vous garantir aussi une qualité par rapport à vos colocataires qui ne vont pas s'entendre les uns entre les autres quand ils sont dans la chambre. Quand voilà, justement, un regarde la télé et l'autre est en train d'étudier ou voilà, inversement. Là, au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis aussi au niveau du bruit. Parce que ça, c'est vraiment très important. Là, on parle pas d'une famille qui peut supporter, on va dire, les bruits des uns et des autres. On parle vraiment de gens qui, la plupart du temps, ne se connaissent pas et qui sont beaucoup plus intolérants à des nuisances sonores à côté, quoi. Ouais, et Ambre dit qu'elle a été longtemps en colocation et que pour elle, c'est max 3 pour une toilette et pour une salle d'eau. Sinon, on prend un ticket à chaque fois qu'on veut y aller, comme à la boucherie. C'est ça. Enfin, c'est moi qui ai rajouté comme à la boucherie, mais c'est ça. Mais totalement. Et d'ailleurs, voilà, moi, encore une fois, je vous dis, j'ai cette coloc de 4 chambres avec un seul toilette et une seule salle d'eau. Mais il y a 2 chambres qui ont un point d'eau quand même. Pas de douche, mais un meuble basque. Et je le recommande absolument pas. Voilà, absolument pas. Passons maintenant à des exemples concrets. Voilà, il nous reste un petit quart d'heure, donc c'est cool. On va être dans du plus pratique que théorique et de projets qu'on a fait avec Artae. Et puis on répondra à une petite salve de questions, évidemment, à la fin de cette slide. Voilà, 4 projets. Je vais peut-être prendre le lead, Charlotte, sur ces projets-là au départ. Tu nous parleras peut-être aussi du projet à Colomiers que je connais moins. Premier projet, on est sur une maison, quartier, donc pour ceux qui connaissent Toulouse, quartier Rangueil, université Paul Sabatier, donc avec énormément d'étudiants à Toulouse, au cœur de toutes les écoles, des universités, etc. 7 minutes à pied du métro, donc autant vous dire que, bon, en dehors des universités, de sa proximité, même si vous voulez aller vous rendre en ville, vous avez le métro à côté. Un terrain, donc un jardin, etc. C'est un projet qui est en cours, comme c'est indiqué. Donc, c'est pas encore mis en location. Il y a eu un petit peu d'inertie bancaire de la part du client sur ce projet, mais c'est en cours. On va démarrer les travaux très bientôt. Donc, voilà les chiffres. C'est un gros projet. Et encore par rapport à un gros co-living, ça reste abordable, hein, parce qu'on est dans Toulouse, hein, faut pas l'oublier, à côté d'un métro. Donc, tout inclut un projet un peu moins en dessous de 600 000 euros. Et on a un rendement qui, pour Toulouse, est intéressant. Sachant qu'on a aussi un garage qui peut se louer sans problème pour ça. Évidemment, ce n'est pas les rendements que vous pouvez avoir dans une barre d'immeuble années 70. Vous achetez une vraie maison, vous pouvez vendre demain, vous pouvez revendre cette maison aussi à une famille, ça va être tout rénové, y compris aussi les espaces extérieurs, etc. Donc on est dans un projet différent d'un appart de 80 mètres carrés dans une barre d'immeuble années 70. Voilà. Ce qui est le cas par exemple, d'autres projets qu'on peut faire aussi pour d'autres clients. D'ailleurs, le projet d'après, là, effectivement, on est dans une coloc de 3 chambres. Et là, on est dans le même secteur, hein, le secteur Rangueil. Donc, franchement, on est peut-être à 5-6 minutes à pied entre les deux. Celle-là, elle est vraiment au pied du métro, pour le coup. Et là, on a un total projet qui est dans ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, hein, entre 180 et 300 000 euros. Donc, on est à 265 000 euros au global. On a un très bon aussi loyer. Ça reste dans Toulouse, encore une fois, très bien placé. Donc, on n'a pas non plus des rendements phénoménaux. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que ça, c'est un projet full délégué, à la fois gestion locative, mais surtout la recherche, les travaux, l'ameublement, la décoration. Il y a tous les frais à l'intérieur de ça, donc c'est pas un rendement prix d'achat travaux et je prends mes loyers, etc., comme le font souvent les gens. Là, c'est vraiment un rendement net de toute charge d'acquisition et toute charge d'exploitation. Ensuite, on a un autre projet qui est aussi de 3 chambres, pour le coup, et là aussi encore secteur universitaire, et on est sur un coût projet qui est un petit peu moindre, avec un loyer qui est un petit peu moindre aussi, mais finalement un rendement qui est un peu plus important sur ce projet-là. Après, tout est question aussi d'emplacement, de qualité de l'immeuble, de travaux à venir dans les parties communes. Voilà, il y a plein de choses aussi à anticiper de ce côté-là. Et enfin, sur le dernier projet, Charlotte, si tu veux nous en parler, là on est à Colomiers, qui est donc une ville en périphérie de Toulouse. Donc là, effectivement, on est sur Colomiers. T'as ton micro coupé, Charlotte. Pardon.
Du coup, je disais, on est à Colomiers effectivement avec un coût total projet qui est dans la fourchette basse de ce qu'on vous a évoqué tout à l'heure. Alors attention, vraiment, je le précise, là-dessus, on est sur une colocation de 4 chambres. La rénovation a été complète et c'était un ancien cabinet médical, donc ça vraiment, tous les espaces ont été redéfinis sur ce projet-là. Point très important, on est en périphérie de Toulouse, sur une ville qui va accueillir le futur métro toulousain dans plusieurs années. Donc ça veut dire il faut être très vigilant sur ces points-là, puisque on a forcément beaucoup moins d'attractivité que sur l'hypercentre. On est sur une cible pour de la colocation qui n'a rien à voir avec de l'étudiant, puisque Colomiers, on est surtout sur du jeune actif ou jeunes, enfin voilà, ou travailleurs justement, Airbus et autres sous-traitants d'Airbus. Donc c'est vraiment un projet qui est assez particulier sur lequel, si jamais ça vous tente d'aller justement en périphérie de Toulouse, c'est des projets sur lesquels vous devez impérativement fournir le maximum de services possibles. Donc on en parlait tout à l'heure, des chambres avec des salles de bain, salles d'eau, plusieurs toilettes, voilà, tout compris avec Internet, etc. Avoir une très bonne qualité aussi en termes d'immeubles, d'isolation, de performance, des parkings à disposition, etc. En fait, c'est plus vous allez forcément vous éloigner, plus vous allez devoir apporter des prestations. Donc là, c'est un projet sur lequel on est sur un très bon rendement, mais ça reste quand même une prise de risque parce que le finir métro n'arrive pas tout de suite. Et même si Colomiers est une ville qui est très bien desservie avec des parkings gratuits, etc., et tout un tas d'avantages, c'est pas le centre de Toulouse. Donc il faut quand même faire attention là-dessus. Et justement, en point de comparaison qu'on peut prendre par rapport aux autres colocations, effectivement, on arrive à avoir des bons loyers aujourd'hui sur Colomiers, mais ça reste encore en évolution puisque le marché de la colocation sur ce type de ville-là, il n'est pas vraiment développé pour le moment, pas trop concurrentiel pour l'instant, mais en même temps beaucoup moins attractif que le centre de Toulouse. Et je rajouterais que dans le coût total du projet, il n'y a pas de délégation puisque c'était un projet qui a été fait en propre. Donc forcément, les ratios sont pas comparables non plus. Il y a une question de Cédric qui est: pouvez-vous expliquer la notion d'enrichissement à 10 ans? Je vais te l'expliquer, Cédric, et tu pourras en discuter aussi. J'ai vu passer ton nom dans les plannings du jour des rendez-vous découvertes qu'on a avec nos prospects. Et je crois savoir que tu as rendez-vous avec... donc c'est Thibaut, je te le dis, qui fera le rendez-vous cet après-midi avec toi, voilà, dans l'équipe. Et donc, il pourra préciser si besoin. Mais pour tout le monde, l'enrichissement latent à 10 ans, c'est quoi? C'est l'addition de 3 choses. C'est la trésorerie excédentaire ou déficitaire, donc le fameux cash flow tel qu'il est expliqué par les formateurs marketeurs, plus la capitalisation qu'on a sur l'amortissement, grâce à l'amortissement du prêt. Donc, finalement, le bonus de l'effet de levier, et ce qui est d'ailleurs une des forces de l'immobilier. Donc, ça veut dire, grosso modo, la mensualité de crédit moins les intérêts. Donc, c'est vraiment votre enrichissement latent sur le remboursement du prêt. Et 3, les plus-values latentes à la sortie, considérant qu'un marché comme Toulouse, par exemple, peut prendre 3% par an. Mais si c'était sur un marché d'une ville de 3000 habitants à 2 heures d'une grande ville, ça pourrait être 0, voire même moins 1, voire 0,5. Il y a des grandes villes en France qui stagnent, ce qui n'est pas le cas de Toulouse, puisqu'elle vient de devenir troisième ville de France, par exemple. Donc voilà, c'est l'addition des 3 choses. Finalement, c'est les 3 piliers d'enrichissement de l'immobilier. C'est le rendement court terme, donc à savoir la trésorerie que ça génère, ou que ça nécessite aussi en surplus chaque mois, que ce soit négatif ou positif. 2, la capitalisation sur l'amortissement du crédit, donc du capital. Et 3, les plus-values latentes aussi à la sortie, puisque, comme j'aime souvent le répéter, mais c'est pas mal de répéter parce que souvent vous êtes très sollicité par plein d'informations. Donc pour ceux qui sont tous les 15 jours en notre webinaire, vous le savez par cœur. Ce qui compte pour calculer la rentabilité d'un investissement, c'est de le faire à la sortie d'un investissement et pas au départ. Puisque tant que vous n'avez pas vendu, tant que vous n'avez pas de recul sur la vacance locative que vous avez eue pendant 10 ans, 15 ans, etc., tant que vous n'avez pas eu de recul sur les dégradations éventuelles, les menus travaux, etc., vous ne savez pas quel est le rendement réel de votre bien et donc la rentabilité aussi à terme. Donc attention à ne pas se méprendre avec ces calculs Excel. Essayez de vous entourer de gens qui ont du recul aussi sur 10, 15, 20 ans de détention de typologie d'investissement que vous êtes en train de regarder. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Charlotte, ou on peut passer aux dernières questions avant peut-être de clôturer? C'est bon pour moi. Ok. Comment investir concrètement? Il nous reste 10 minutes, je vais aller assez vite. Comment investir dans une colocation? C'est très simple. Soit vous le faites tout seul.
Et donc, il vous faut apprendre, comme avec des webinaires aujourd'hui aussi, par exemple, mais ça peut être des livres, du réseautage. Attention aussi à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux et compagnie, mais voilà, nous aussi on y est sur les réseaux, donc difficile de vous dire de pas tout regarder, mais en l'occurrence, choisissez quand même vos interlocuteurs, regardez leur track record, ce qu'ils ont fait avant, regardez ce qu'eux-mêmes ont fait, regardez aussi si finalement ces gens-là sont suffisamment légitimes et compétents et que c'est pas un effet de mode sur lequel ils sont en train de surfer, type en ce moment le marchand de biens, alors qu'il y a des gens qui font ça depuis 30 ans, mais parce que les taux ont augmenté et qu'aujourd'hui tout le monde essaie de vendre des formations sur le marchand de biens plutôt que de l'investissement locatif parce que ça fait plus rêver personne. Mais en même temps, on n'est pas là pour rêver, on est là pour créer du patrimoine, on est là pour s'enrichir à terme aussi. L'immobilier, c'est long, donc ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Et puis, définissez votre budget, établissez des hypothèses qui sont concrètes, qui répondent à votre stratégie que vous aurez aussi définie en amont, étudiez des secteurs, visitez, faites-vous vraiment un avis sur le terrain, c'est important. Et puis, entourez-vous de partenaires compétents, fiables aussi. Voilà, et tout ça, ça prend du temps, et du temps sur plusieurs années aussi. Donc voilà, si vous l'avez, prenez-le et faites-le. Et sinon, déléguez toute ou partie d'un projet à quelqu'un. Ça peut être nous, ça peut être d'autres personnes, peu importe, aussi dans les villes dans lesquelles on n'est pas. Mais en tout cas, faites-vous accompagner pour, à minima, définir une stratégie claire et trouver un bien intéressant. Et puis, possiblement, gérer les travaux, etc. Peu importe l'ordre dans lequel vous le faites, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner quand vous avez le moindre doute. Oui, ça coûte, c'est normal. Encore une fois, personne n'est philanthrope, mais vous pouvez gagner vraiment beaucoup de temps et aussi bénéficier d'une expertise cumulée que vous n'aurez jamais le temps de cumuler peut-être dans toute votre vie. Donc, c'est important aussi d'en avoir conscience. Ensuite, on avait lancé une académie, on a lancé une académie il y a quelques mois qui s'appelle Artae Academy, dans laquelle on vous partage aussi tout plein de contenu. Donc voilà, en l'occurrence, c'est intéressant. Ça, c'est si vous voulez faire vous-même et que vous n'avez pas besoin de nous, vous n'avez pas besoin d'un coaching particulier, vous avez envie d'apprendre des choses aussi et du feedback concret. Il y a de la théorie, évidemment, mais il y a aussi des retours d'expérience pratique et une communauté autour de l'académie. Donc, vous pouvez aller voir sur artae.academy. Tout est indiqué là-dessus. Et puis, nos offres d'investissement clés en main, acquisition, travaux, agencement et décoration. Si vous voulez en savoir plus, faites comme Cédric qui a pris un rendez-vous pour cet après-midi, ou comme Ambre que j'ai eu aussi il y a quelques temps en rendez-vous découverte. On vous présentera tout ça. On travaillera ensemble sur des simulations et des hypothèses d'investissement qui correspondent à votre objectif, à votre horizon d'investissement et aussi à vos capacités financières. Et puis, on débriefera de tout ça. C'est gratuit, ça n'engage personne et vous en sortez toujours plus sachant que la manière dont vous êtes rentré. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous aussi. C'est Arthur, Thibaut ou moi qui faisons les rendez-vous. Donc, on sera ravis d'échanger avec vous. Il y a des questions. Cédric, Julien, ta maison toulousaine est toujours en vente comme écouté dans un de tes podcasts. Bonne pour un investissement en colocation. Avec un petit rire à la fin. Ouais, tu as raison de rigoler, Cédric, parce que je pense que c'est absolument pas la bonne maison pour faire de la colocation. Effectivement, je pense que tu aurais un rendement de peut-être 2,5% à la sortie. Donc, non, c'est effectivement pas la bonne maison. Par contre, pour faire de la location courte durée haut de gamme, avec plaisir pour te la vendre et t'accompagner sur l'exploitation. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même un terrain de pétanque au bout du jardin. Mélanie, bonjour Mélanie déjà. Comment gérer les charges telles que l'électricité, gaz, eau chaude, si surconsommation des colocataires? Intéressant, je laisse Charlotte répondre. Alors dans ce cas-là, ça fonctionne un petit peu finalement comme le forfait de charge que tu peux appliquer à tes locataires lambda sur un appartement. Donc nous, on a quand même pris une marge qui dans les charges qui sont refacturées aux colocataires tous les mois. On a pris une marge dans notre forfait parce que on est parti du principe qu'avec toutes les augmentations qui se passent aujourd'hui en France, gaz, électricité, fallait être un peu prévoyant. Donc on a gonflé un peu ça et puis dans nos calculs de rentabilité aussi, c'est inclus. Après, tu peux tout à fait le stipuler, encore une fois, sur les baux. Ça dépend comment tu refactures tes charges. Et s'il y a surconsommation, eh bien, tu refactures tout simplement en colocataire à part égale finalement, puisque dans une colocation, alors à moins que tu aies comment dire, des petits boîtiers programmables sur les radiateurs qui te permettent vraiment de capter la consommation, ça peut être un peu plus compliqué de faire comme ça. Donc à moins que tu aies ça, derrière, tu refactures à part égale à tout le monde. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc pour l'instant, ça marche très bien, tout le monde respecte.
Et après, on a justement mis des radiateurs qui sont effectivement programmables. Alors, pour le coup, ils nous permettent simplement de piloter à distance la température, de vérifier en fait qu'il n'y a pas justement une personne dans une chambre qui va mettre le radiateur à 26 et puis l'autre à côté qui respecte et qui laisse à 19-20 degrés. Ça nous permet juste de faire ça, pas vraiment de piloter la consommation par chambre, parce que de toute façon, tout est inclus dans la colocation. Mais au moins, ça nous permet de le gérer et puis de pouvoir surtout diminuer la température quand c'est nécessaire. Euh, Honnêtement, avec ce fonctionnement-là, on a quand même des gens qui respectent parce que déjà, ils n'ont pas envie de payer plus de charges et surtout pas envie de payer plus de charges à cause de quelqu'un qui surconsomme à côté d'eux. Ouais, très clair. Merci Charlotte pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture? Il nous reste 3 minutes et franchement, c'est top. On est à l'heure pile poil, donc c'est cool. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a ouvert l'esprit sur la colocation. On essaie toujours dans nos webinaires, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas depuis longtemps, on essaie toujours d'être le plus objectif possible, de vous donner des avantages comme les inconvénients. Et il y en a partout. C'est pas mieux un immeuble de rapport, c'est pas mieux une colocation, c'est pas mieux une location courte durée, c'est pas mieux la campagne ou la ville. Ce qui est mieux, c'est de tout faire. C'est juste problématique de tout faire, souvent par rapport à sa capacité d'emprunt, ses moyens financiers, etc. Mais l'idée, c'est que dites-vous que, comme dans tout support d'investissement, le mieux, c'est de diversifier, de diluer votre risque. C'est vraiment la base. A priori, il n'y a pas de questions. Il y a des remerciements. Et ben, on vous remercie, nous aussi, à notre tour, d'être présents. Voilà. Et effectivement, Cédric, tu as raison, on est passionné par ce qu'on fait et c'est aussi pour ça qu'on s'éclate au quotidien. C'est pas facile tous les jours, hein, c'est pas pour ça quoi. C'est très facile tous les jours, mais en tout cas, on s'éclate. Et effectivement, on est une équipe, on le voit ici avec Charlotte, et vous avez déjà vu certains, Thibaut sur des webinaires, Andrea, Arthur, et sûrement vous verrez d'autres personnes aussi dans les mois à venir. Oui, on est passionné par ce qu'on fait et voilà. On aime aussi partager notre expérience. Même si, in fine, vous ne nous confiez pas de projet ou vous ne travaillez pas avec nous, c'est pas grave. En tout cas, vous retiendrez notre nom du fait du contenu qu'on vous a partagé. Voilà. Pas de questions a priori, donc on va clôturer ce webinaire. Merci encore à vous. Dans 15 jours, Merci et là, à tous. je regarde Laura à la régie qui va me dire dans 15 jours, c'est quoi le sujet du webinaire, Laura? Elle ne sait pas, donc on ne sait pas encore. On vous enverra un email pour vous dire quel est le sujet du webinaire dans 15 jours. Ne croyez pas qu'on soit à l'arrache, mais quand même, ça nous arrive assez souvent. Mais vous voyez, finalement, on est prêt et ça ne se voit pas. Merci encore à vous. On laisse l'espace commentaire ouvert un petit peu si vous voulez échanger. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Sur le site artae.imo, vous avez un bouton « Prendre rendez-vous ». C'est gratuit et vous pouvez le faire en 3 clics grâce à un calendrier qui est toujours à jour. À très vite. Merci Charlotte. Merci. Merci à tous. Ciao, ciao.